Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. BP affirme que ses bornes de recharge vont bientôt générer plus de profit que ses pompes à essence. L'autonomie médiane des véhicules électriques a baissé en 2021 selon le PA. Il n'est toujours pas facile d'essayer d'acheter des véhicules électriques au Canada. Flo fournira les bornes de recharge pour les installations de GM. Un Winnebago ERV voit le jour. Chronique, il n'y a pas juste des voitures, on parle du VTT électrique River de Theron. À Chronique Innover, on parle de l'utilisation de l'hydrogène dans des secteurs de niche. Et en grande entrevue, les véhicules électriques en long voyage l'hiver. Les bornes sont performantes, sont fiables. Honnêtement, moi, je ne retournerai pas un thermique, même à moins 30. Là. Tout ça et bien plus encore dans la 118e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines. Écoutez, on a passé 2 semaines avec des périodes de grand froid quand même, donc pour plusieurs nouveaux électromobilistes qui n'ont pas expérimenté le froid sur leur voiture électrique, ben, vous avez eu la chance là, dans les 2 dernières semaines de voir l'impact. Hein? Donc, c'est pas si pire que ça finalement. Il faut juste être un peu au courant de comment votre véhicule va se comporter et d'utiliser là, toutes les fonctionnalités qui sont là pour vous aider à amenuiser l'impact, particulièrement le préchauffage, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, en grande entrevue, on a 2 invités, François Baillargeon et François Villot, qui vont nous parler pas juste du froid, en fait, de planifier un long voyage, un long déplacement là, en plein hiver. Donc, comment on planifie ça pour être certain que ça va bien se passer? Plusieurs ont peur de faire des longs voyages. On le voyait dans le temps des fêtes, des gens qui s'étaient achetés ou procurés un véhicule électrique au mois d'octobre-novembre puis qui se disaient, ben, je vais aller visiter de la famille dans le temps des fêtes. Comment je vais faire pour y aller? J'hésite un peu. Je ne sais pas si ça va bien aller avec ma voiture électrique. Finalement, il n'y a aucun problème. Puis vous allez écouter nos 2 spécialistes vous en parler. De toute façon, les gens n'ont pas pu vraiment voyager dans le temps des fêtes. Ça réglait un peu le problème avec la pandémie. Mais quoi qu'il en soit, c'était dans les plans de pouvoir y aller. Donc, on va pouvoir écouter ça un peu plus tard. Également, très bientôt, nos abonnés seulement pourront avoir accès de façon inédite à un hors-série qui va traiter de Polestar, la compagnie Polestar qui est installée maintenant à Laval. On a eu la chance d'être invité par Polestar pour aller visiter leur nouveau point de service tout à fait exceptionnel, construit à même des containers, donc une espèce de look industriel avec des containers recyclés. Et en même temps, on en a profité pour discuter avec eux de la marque, de la voiture, la Polestar 2. On a fait un essai routier. D'ailleurs, je vous propose d'en écouter tout de suite un bref extrait. La Polestar 2, en fait, la première année complète de ce véhicule-là était en 2021. Les versions 2021 sont des versions qui venaient avec pas mal toutes les options possibles sur le véhicule, qui étaient uniquement des versions 4 roues motrices. On parlait d'un prix de départ de 69 900 $, donc une 4 roues motrices très bien équipée. En 2022, c'est vrai que cette configuration-là a changé puisque maintenant on a la possibilité de choisir une version 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Et en fait, le niveau d'option du véhicule a changé également puisque ce qui était standard, ce qui incluait en fait 2 groupes d'options qui s'appelle d'ailleurs toujours le groupe Plus et le groupe Pilote. Le groupe Plus pour des options de confort, le groupe Pilote Plus pour les aides à la conduite. Donc ces 2 groupes-là sont en option, représentent à peu près 10 000 $ d'options. L'intérêt d'avoir changé notre configuration de prix, c'est que peu importe notre véhicule 2 roues motrices ou 4 roues motrices, le prix de départ de ce véhicule-là ici au Québec est en bas de 60 000 $. Donc le fait d'être en bas de 60 000 $ rend nos véhicules, nos 2 versions éligibles au rabais provincial de 8 000 $. Et même si vous rajoutez les groupes d'options dessus, ce qui est important, c'est le prix de départ du véhicule. Donc vous pouvez avoir une version avec toutes les options possibles, tous les équipements possibles sur cet auto-là, et elle va quand même rester éligible au rabais provincial de 8 000 $.
Alors, nos abonnés auront accès à l'entrevue complète, l'intégrale de 25 minutes, là, incluant l'essai routier de la Polestar. Donc, si vous n'êtes pas abonné, faites-le tout de suite. Abonnement.silenceonroule.com. C'est gratuit. Vous allez pouvoir recevoir automatiquement sur votre appareil mobile ou votre tablette là, le podcast à toutes les parutions, y compris les hors-série. Alors, sans plus tarder, je vous propose tout de suite qu'on aille écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité dans le monde des VE. Le géant pétrolier BP affirme que l'utilisation de ses bornes de recharge est sur le point d'être plus rentable pour l'entreprise que de remplir une voiture à combustion interne. Suis-je le seul à avoir des doutes? Ce changement pourrait marquer un tournant majeur pour les véhicules électriques et les grandes pétrolières. Emma Delaney, responsable des clients et des produits chez BP, a déclaré à Reuters « Si je compare un réservoir de carburant à un réservoir de recharge rapide, nous nous approchons de la situation où les avantages financiers de la recharge rapide seront meilleurs qu'ils ne le sont avec les carburants fossiles. » Delaney n'a pas révélé précisément quand BP s'attend à avoir un bénéfice de recharge de véhicules électriques qui éclipseront les bénéfices des voitures à carburant traditionnelles. Mais la société a signalé que les ventes d'électricité pour la recharge de véhicules électriques ont augmenté de 45 % du deuxième au troisième trimestre de 2021. Information surprenante ou pas, l'autonomie médiane des nouveaux modèles de véhicules électriques vendus aux États-Unis a diminué pour la première fois en 2021, selon l'EPA. Pour l'année 2021, l'autonomie médiane des véhicules électriques était de 376 km contre 416 km pour 2020, a déclaré l'EPA dans un article sur son blog. Notez que ces données ne sont pas pondérées par les ventes et les modèles disponibles. Il s'agit plutôt d'une médiane mathématique basée sur toutes les variantes auxquelles l'EPA a attribué une note pour l'année 2021. L'autonomie médiane a probablement chuté en raison de l'introduction de plusieurs nouveaux modèles avec une autonomie nominale inférieure à 402 km, mais très peu de modèles offrant moins de 321 km, incluant la Porsche Taycan, la Volkswagen ID4, la Polestar 2 et la Ford Mustang Mach-E. Selon le dernier sondage de Transport Canada auprès des concessionnaires automobiles, il n'est toujours pas facile pour la plupart des Canadiens d'acheter ou d'essayer une voiture électrique, même s'il y a plus de véhicules électriques de disponibles. Dans un sondage de Transport Canada et du groupe Dunsky Energy et de Climate Advisor de Montréal, on a contacté près de 80 % des concessionnaires à travers le Canada et constaté une augmentation du nombre de véhicules électriques disponibles, mais plus de la moitié des concessionnaires n'en avaient toujours pas en inventaire. C'est la 5e année que Transport Canada demande à Dunsky d'enquêter sur les concessionnaires automobiles du Canada. Le rapport de 2021 publié par Transport Canada en mars dernier confirme que même si la disponibilité des VE s'améliore dans certaines régions, par exemple, l'accès à la technologie continue d'être un obstacle à l'adoption. C'est le paradoxe de l'œuf et de la poule, a déclaré Jeff Turner, responsable senior de la recherche chez Dunsky et responsable de la pratique de la mobilité. Je pense que les résultats que nous avons constatés confirment qu'il y a une amélioration significative de la disponibilité des véhicules électriques par rapport aux années précédentes, entre autres. Une augmentation significative en termes de chiffres absolus, mais en même temps, il est assez clair que le manque de disponibilité demeure toujours un obstacle important à l'adoption de nombreuses régions du pays.
Flow, basé au Canada, plus précisément au Québec, a annoncé l'installation de la première vague de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le cadre d'un accord pluriannuel avec GM, par laquelle Flow fournira les bornes de recharge rapides et niveau 2 qui seront installées dans les installations de l'usine aux États-Unis. Au cours des 2 dernières années, la collaboration entre Flow et GM n'a cessé de croître et de prospérer grâce à différents accords. Cette fois-ci, nous sommes particulièrement fiers d'appuyer les démarches de GM vers une électrification complète de ses installations de bornes de recharge avec des bornes Flow dans les stationnements des employés qui répondront aux besoins des employés qui conduisent des véhicules électriques, a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction chez Flow. 2 véhicules concept dévoilés la semaine dernière au Florida RV Super Show 2022 laissent entrevoir un avenir qui exclut l'essence et le diesel pour l'industrie des véhicules récréatifs. Le concept Winnebago e-RV est monté sur une fourgonnette Ford Transit, mais au lieu du E-Transit construit en usine, le Winnebago utilise plutôt un transit standard en convertissant le groupe motopropulseur électrique de la compagnie Lightning E-Motors basé au Colorado. Selon Winnebago, en plus du nouveau mode de propulsion, le e-RV s'appuie sur une alimentation par batterie, des appareils et des accessoires embarqués, incluant une alimentation courant continu 350 volts pour le chauffe-eau et le climatiseur de toit, avec pompe à chaleur, une alimentation en courant alternatif à 120 volts pour alimenter un poêle à induction et un réfrigérateur. Ce dernier peut également fonctionner sur une alimentation en courant continu de 12 volts en cas de besoin. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil. Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'une entreprise québécoise qui travaille très fort actuellement pour lancer un VTT électrique sur le marché, Theron, qui arrive avec son Reaver, un 4 roues 100% électrique. Avec l'électrification des transports, on voit plusieurs entreprises québécoises arriver avec des produits innovateurs et très intéressants. Nous n'avons qu'à penser à Lyon qui propose des autobus et des camions et à Taiga avec ses motoneiges et motomarines. Dans l'univers du VTT, il n'y a pas encore d'offres sérieuses sur le marché et une équipe de la Mauricie travaille depuis plusieurs années pour nous offrir un produit intéressant. En fait, les gars de la compagnie Theron qui propose leur VTT, le Reaver, travaillent sur leur produit depuis 2016. Le premier prototype a été bâti en 2017, donc il nous arrive avec un produit qui a été mûrement réfléchi. Ils sont actuellement à peaufiner les derniers détails car ils ont plusieurs prototypes en opération dans diverses industries pour amasser des données qui serviront à guider le travail pour le produit final qu'ils comptent bien pouvoir nous livrer à la fin de 2022 et début 2023. Ceux qui ont visité les différents salons de l'auto électrique en 2020 ont pu voir le VTT qui était exposé dans leur kiosque. Le Reaver a des statistiques qui sont assez impressionnantes. Philippe Lafontaine de Theron me disait qu'ils avaient voulu faire un VTT sans compromis au niveau de l'agrément de conduite et des capacités de la machine à travailler. Côté performance, leur VTT peut atteindre une vitesse impressionnante de 120 km/h. Le modèle de base est à 2 roues motrices et il dispose d'une autonomie de 90 km. Il va aussi y avoir une version à 4 roues motrices qui sera équipée de 3 moteurs, soit un sur l'essieu arrière et 2 à l'avant. Chaque version aura droit à 2 options de batterie, soit 10 kWh et 20 kWh. Avec cette dernière, on peut atteindre 180 km d'autonomie. Le VTT a une capacité de charge de 100 kg, soit 220 livres, et de remorquage de 500 kg, 1100 livres. Le Reaver peut accueillir jusqu'à 2 personnes et il vient de série avec 2 porte-bagages. La puissance du VTT est de 20 kW, soit 26 chevaux, pour la version à 2 roues motrices, et de 52 kW, 70 chevaux, pour le modèle à 4 roues motrices. La recharge se fait sur une prise standard de 120 volts ou encore de 240 volts via un chargeur de niveau 2 comme pour une voiture électrique, et on a ainsi une recharge complète en seulement 3 heures. Les véhicules électriques n'ont pas fait que transformer la motorisation essence en motorisation électrique. Ils apportent souvent de belles innovations technologiques en ayant des véhicules connectés qui offrent des options de contrôle plus avancées. Theron ne fait pas exception avec son Reaver. Le véhicule est connecté et peut être associé à une application pour gérer ses performances
et aussi accepter les mises à jour à distance. Il est possible aux propriétaires de gérer les performances du véhicule en assignant un code à chaque utilisateur, ce qui peut limiter la puissance ou encore la vitesse du véhicule selon le profil du conducteur. Par exemple, une entreprise pourrait limiter la vitesse du véhicule qui est utilisé sur son terrain pour des raisons de sécurité. Pour l'utilisateur familial, l'avantage d'avoir des codes est de pouvoir limiter les performances du VTT lorsqu'un membre de la famille plus jeune l'utilise. Il est aussi possible de suivre son VTT sur GPS via l'application. L'entreprise en est seulement à ses débuts. Il prévoit tout fabriquer à partir de Shawinigan, incluant leur propre batterie. Il est possible de précommander son unité en se rendant sur le site Terron-ev.com avec un dépôt de seulement 250 $. Le prix du modèle de base à 2 roues motrices est fixé à 15 000 $ canadiens et l'entreprise prévoit pouvoir organiser des essais de ces véhicules dès l'été 2022. Et voilà tout pour moi, et on se reparle prochainement de véhicules électriques qui ne sont pas des voitures dans ma prochaine chronique. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Rendu à ce temps-ci de l'année, le temps froid est vraiment bien installé. Puis c'est correct, c'est normal, on est au Québec, il faut qu'il fasse froid de temps en temps, il faut qu'il neige de temps en temps, puis on doit faire face à ça avec nos véhicules. Beaucoup d'auditeurs m'ont posé au fil du temps des questions en lien avec l'optimisation et la planification de voyages de longs déplacements avec un véhicule électrique l'hiver. On sait que l'hiver va affecter le véhicule et on sait qu'on doit planifier, organiser, se préparer adéquatement. Pour en parler, j'ai avec moi deux personnes qui sont familiers avec ce type de déplacement. C'est deux François. Le premier est François Baillargeon. Bonjour François. Bonjour Martin. Et pour t'accompagner, un autre François, lui, il n'a pas besoin de présentation, il a son thème d'ouverture. Mesdames et messieurs, voici le seul et l'unique François Villot. Écoute, François, je t'avais promis une chaise à ton nom dans le studio, vu que tu viens souvent, mais étant donné que là, la COVID nous force à faire ça à distance, j'ai dit le thème d'ouverture, ça prend ça. Oh my. Hey, je mérite pas ça, Martin. Ben merci, ça fait plaisir d'être ici. On appelle ça rentabiliser, un thème qui était fait pour un autre épisode, c'est de la rentabilisation. Messieurs, entrons dans le vif du sujet. Donc, comme je disais en entrée d'entrevue, les longs déplacements l'hiver, ça demande un peu de planification. Pour qu'on comprenne bien le contexte avec lequel vous allez nous parler, peut-être juste brièvement nous expliquer quel type de véhicule vous avez. Donc, François Baillargeon en premier. Absolument. Moi, je suis propriétaire d'une Chevrolet Bolt, le modèle 2019, avec encore la batterie 60 kWh parce que mon pack n'a pas été changé par GM encore suite au rappel. Donc, c'est un véhicule que j'ai depuis environ 2 ans et quart à peu près. Là. OK. Et toi, François, il y a quelque chose qui me dit qu'on ne sera pas très loin de ça non plus? Ben, écoute, 2 François avec 2 Bolt de la même année. Donc, c'est pas mal ça. Oui, et moi aussi, j'ai toujours pas eu le rappel, donc encore avec la batterie de 60 kWh, l'original. Ouais. Excellent. Donc, on parle, pour qu'on se comprenne, on parle de...
Il y aurait un an ou deux, j'aurais dit d'un véhicule à grande autonomie. Maintenant, c'est assez dans les normes d'avoir des packs de batterie aux alentours de 60 kWh. Même les nouvelles générations tendent plus même vers le 70, 75. C'est quand même un véhicule qui a une autonomie appréciable, tout près de 400 km ou à peu près là, en été. En hiver, ça baisse un peu. Évidemment, quand on va faire un voyage, j'imagine qu'on tient compte de tout ça. Mais j'aimerais qu'on parle vraiment des nuances qui nous amènent à peut-être planifier différemment en hiver. Première des choses, et ma question va être pour François Baillargeon, dans un déplacement typique, là, un long déplacement pour toi, c'est par exemple partir de quelle région et aller dans quelle région? Ben moi, je suis natif d'Abitibi, donc j'habite la région de Québec depuis presque une vingtaine d'années. Mais au moins 2, 3, 4 fois par année, je vais voir ma famille et mes amis dans le Nord. Donc, moi, un déplacement l'hiver, dernièrement, à l'automne, avant qu'on se fasse dire qu'on ne pouvait plus trop se promener, vers fin novembre, je suis monté puis il faisait moins 12, moins 15, là, puis j'ai fait un 875 km. Là. Donc, on parle ici là, de 4, 5 arrêts. Là, on y perd la journée. Il faut prévoir. Là, ça nous a pris à peu près quelque chose comme 14 heures avec les recharges puis les arrêts, ce qui, normalement, se chiffre plus comme un 10 heures dans un véhicule thermal classique. Là. OK. Faut peut-être pour situer un peu nos auditeurs, simplement rappeler que les voitures dont on parle, les Chevrolet Bolt, sont des voitures qui ont quand même une assez grande autonomie, mais qui n'ont pas une vitesse de recharge très rapide. Et la vitesse de recharge est, je dirais, affectée de façon peut-être plus grande que certains modèles l'hiver. Donc, la vitesse de recharge en hiver de tous les véhicules est plus lente, mais sur celui-là, elle est particulièrement lente, ce qui contribue là, à ce délai supplémentaire-là au moment du voyagement. Absolument. Puis on peut voir que la première et la dernière recharge n'ont pas les mêmes paramètres. Tu sais, la première peut me prendre 1h15, peut-être 1h30, puis la dernière, qui est la 5e, je devais me rendre à 55 kW sur les bornes de 100 kW du circuit. Donc, tu sais, on voit que le pack se réchauffe avec la route, là, ça change vraiment l'expérience. Et si je me dis que je fais une route où je vais avoir 1 ou 2 arrêts, c'est vraiment plus long que si je fais 4, 5 arrêts parce que la pack vient tellement chaud que il finit par dissiper sa chaleur en fin de parcours. On entend la climatisation partir, puis tu sais, on sent la chaleur, puis on voit fondre la neige autour du véhicule. Fait que tu sais, c'est quand même particulier de se dire, ben la charge à 55 kW, c'est pas beaucoup, mais ça reste quand même beaucoup pour les cellules qui se réchauffent. Puis tu sais, on voit que c'est un véhicule qui est refroidi de manière quand même agressive par GM. C'est pour ça qu'il est plutôt lent quand c'est froid, puis c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on fait un long trajet, c'est sûr et certain. Là. Ouais. Tu sais, premier arrêt, c'est souvent un arrêt repas, déjeuner, quelque chose comme ça. Tu sais, on part tôt dans la journée. Moi, je pars vers 5 heures du matin. J'arrête à Berthierville ou à Drummondville, quelque chose au Madrid, dépendamment, puis on continue comme ça. Là. Fait que faut vraiment prévoir cet aspect-là, surtout en bas de moins 10, je dirais. Là. Okay. François Villot, toi, de ton côté, une bonne ride, c'est aller où? Ben, en fait, si on parle des raids, surtout l'hiver, moi, dans le fond, j'ai eu à faire quelques fois Belleuil et les Hautes-Laurentides. Là. Donc, passer Mont-Tremblant, pas jusqu'à Mont-Laurier, mais disons, entre Mont-Laurier et Mont-Tremblant, ça me fait une raid d'un bon 200 km. Donc, c'est relativement faisable en une charge avec la Bolt, mais étant donné le bon dénivelé à travers tout ça, faut adapter sa conduite. Là. Je le cacherai pas. Il y a des fois que ça peut, dépendamment de la température, ça peut être très, très, très juste. Donc, si j'ai à faire une recharge, ça va être probablement juste pour aller chercher ce que j'ai besoin pour me rendre à destination ou après ça, ben, je vais pouvoir charger là, pour le reste de mon séjour là-bas. Okay. Parlons stratégie. On a donné les grandes lignes, mais du point de vue stratégique, bon, premier constat, puis je pense que François Baillargeon l'a bien exprimé, la température de la batterie est un élément crucial. Ce qui fait que c'est plus lent à charger en hiver, c'est quand les cellules de la batterie sont plus froides que la température optimale de fonctionnement. Puis puisqu'il fait froid dehors, ben, la batterie est forcément plus froide. À force de rouler, de la charger avec une charge rapide qui permet un transfert d'une grande quantité d'énergie, ce qui réchauffe la batterie, elle se réchauffe. Comment on optimise justement cette température-là de batterie? Est-ce qu'il y a des trucs pour qu'avant de partir, notre batterie soit moins froide? François Baillargeon, est-ce que tu as une technique? Oui, moi, normalement, je pars mon heure de départ à peu près autour de quand je vais faire mon vrai départ. Comme ça, la batterie va être en fin de recharge.
il va être plein, puis il va avoir commencé à réchauffer le pack batterie. Puis je préchauffe la batterie au moins 2 cycles de recharge, de réchaud d'habitacle pour vraiment que le système ait eu le temps de partir avant mon départ. Aussi, moi, je roule vite, là, 110 tout le long. Ça garde mon pack plus chaud, j'ai remarqué, en le faisant plusieurs fois, là. OK. Donc, si je comprends bien, tu programmes ta recharge ou tu minutes ta recharge pour que ton véhicule se charge et que la recharge au seuil, par exemple 100% ou peu importe, là, arrive le plus près possible de ton départ pour que la charge vienne d'arrêter, donc la batterie est encore chaude, et tu préchauffes l'habitacle, donc tu démarres le système de circulation d'air, de l'air chaud, les liquides. Le cycle de réchaud est d'à peu 20 minutes sur les Bolt, donc tu sais, puis on est limité à 2. Là. La loi dit on ne peut pas faire plus que 2 démarrages à distance sur un véhicule récent. Donc moi, je la pars une fois pendant que je prends mon café, je lis les nouvelles, puis quand ça fait presque 40 minutes qu'il préchauffe, ben là, je pars. Tu sais, comme ça, il est déjà chaud, j'économise sur le contrôle climatique, la batterie est chaude, puis après ça, ben c'est plus confortable. Tu sais, moi, je suis vraiment un conducteur de confort. Je vais être en T-shirt à moins 22, d'A à B. Là. Je fais vraiment toute la destination très confortable, incluant le parc de la Vérandrie, là, pour ceux qui ont compris que j'étais d'Abitibi. Donc, moi, ça me stresse pas. J'aime mieux rouler à 85, là, on voit les paysages, mais on est confortable tout le long. On met un podcast de qualité. C'est vraiment relax, un véhicule électrique. Tu sais. Moi, c'est plus comme ça. Il y en a beaucoup qui c'est l'inverse. Là. On met pas de climat, puis on chauffe avec les bancs. Moi, je me suis dit, j'avais une grosse batterie pour être en confort. Je préfère ça. Puis ça garde ma batterie chaude, en fait. Toi, François Vio, est-ce que tu as la même approche? Pas mal la même approche. Je ne sais pas pour l'autre François, mais pour moi, ayant possédé une Leaf avec beaucoup moins d'autonomie avant, j'avais développé des trucs à ce moment-là que j'ai perpétué un peu malgré que j'ai plus d'autonomie. Donc, j'utilise presque plus les bornes. Par contre, on reste un peu avec les mêmes habitudes. Comme François dit, la Bolt, le fait de la préchauffer va beaucoup aider aussi. Je veux dire, je pars pas de la maison en n'importe quel temps, que peu importe où je vais toujours préchauffer moi aussi. J'imagine qu'après 40 minutes, moi je l'ai jamais fait, mais ça doit être chaud en tabarouette dans une Bolt, parce qu'après 20 minutes, je peux te dire que c'est quand même chaud, mais pour les longs voyages, j'en doute pas que ça doit vraiment aider parce que après tu peux vraiment utiliser moins de chauffage pour garder ton confort à l'intérieur de la voiture. Fait que, au même titre que, justement, tu préchauffes la voiture, en même temps, la batterie se précharge, se préchauffe également. C'est tous des trucs que j'utilise encore, là. Il y a un moment où j'avais la Leaf qui avait moins d'autonomie. J'avais eu à faire le chalet, justement, un bon 200 km. Et j'avais réussi avec ma mère, je m'étais arrangé, j'avais dormi chez elle avant parce qu'elle a un garage intérieur. Je l'avais préchauffé la batterie toute la nuit pour qu'elle puisse garder une chaleur et avoir une meilleure autonomie, ce qui avait été le cas. C'est sûr que quelqu'un qui a un garage chauffé, c'est un énorme avantage en hiver parce que la batterie est tout le temps à bonne température, puis ça fait vraiment une bonne différence sur l'autonomie. Mais ceci dit, si je sais que j'ai pas assez d'autonomie pour me rendre à destination, comme François disait, je vais rouler plus rapidement probablement pour arriver à la borne de recharge plus rapide, mais aussi probablement avoir une batterie un peu plus chaude, étant donné que je fais travailler la batterie plus à ce moment-là. Tu parles, François Villot, de recharge, donc te rendre à la borne de recharge. Justement, je voulais qu'on en parle. Comment planifiez-vous, quelle est votre stratégie de planification de recharge sur un long déplacement? Puis là, je pense que François Baillargeon va pouvoir répondre avec la route qu'il fait. Tu préconises arrêter pas longtemps souvent, te rendre le plus loin possible, te charger. Est-ce que tu as une approche ou une technique que tu mets de l'avant pour optimiser tes voyages? JM me taperait sur les doigts, mais moi, je suis fan des décharges très profondes parce qu'en fait, le palier 0,55 % est généralement beaucoup plus rapide que ce qui se passe après. Donc, moi, décharge profonde, mais j'arrête très souvent, surtout que depuis 2 ans, j'ai fait la route en 2019 puis je l'ai faite en 2021. Ils ont presque triplé le nombre de bornes sur la 117 puis sur l'autoroute 15. Donc, c'est facile de se dire, j'arrête à toutes les 100, 130 km, quelque chose comme ça. Je recharge 20-25 minutes puis je repars. C'est pour ça que je fais des recharges fréquentes, mais qui sont
très déchargé. Donc, c'est généralement plus rapide. Puis comme je disais, même en hiver, après la 3e recharge sur les bornes 100 kW du circuit ou les bornes Petro-Canada, j'atteins le maximum de la Bolt, qui est 150 ampères. Puis comme je dis, là, le système de climatisation, il travaille à 4-5e recharge parce que le pack est chaud à ce point-là. Donc, j'ai la vitesse maximale. Donc, tu sais, ça favorise vraiment des arrêts plus courts. Puis pour faire ça, moi, j'utilise l'application A Better Route Planner, puis je dis, je veux les plus courtes étapes possibles. Puis généralement, il te crée quelque chose qui a du sens. La seule exclusion que je fais, c'est qu'il dit d'arrêter aux 25 kW au milieu d'un parc de véranderie. Généralement, j'aime mieux faire une recharge plus longtemps à Monsef Lytton juste avant de rentrer dans le parc parce que c'est jumelé avec un restaurant que moi, j'aime bien. Fait que, tu sais, j'arrête 1 heure là, puis je me recharge pour le parc, puis je le passe pas vite. Tant qu'à arrêter 25 kW, j'aime mieux rouler 85 quand il fait moins 25. Ben, c'est une stratégie, c'est une très bonne stratégie. Il faut expliquer aussi que, puis c'est important pour les auditeurs de le comprendre, tu as dit, moi, je préfère me garder dans la plage entre 0 et 55 % de charge de batterie. Ça ne sert à rien d'aller en haut, j'aime mieux me garder là, c'est là que ça charge le plus vite. Chaque véhicule a sa propre, ce qu'on appelle une courbe de recharge. Et dans le cas de la Chevrolet Bolt, que vous avez les deux, messieurs, ben effectivement, sa puissance acceptée de recharge est plus grande, aller jusqu'à 55 % de charge, qu'après 55 %. C'est donc plus payant. Vous en avez plus d'énergie par minute dans cette période-là. Un autre modèle de véhicule, ça pourrait être différent. Ça pourrait être entre 20 et 60. C'est important, c'est ça qu'il faut souligner ici, de bien connaître la courbe de recharge de son propre véhicule si on veut être capable d'optimiser les recharges et de l'utiliser plutôt dans les zones payantes. François Viault, je sens que tu as quelque chose à dire. Effectivement, j'allais le compléter en disant que certains véhicules dont la batterie n'est pas thermorégulée, même en hiver, après plusieurs recharges, la batterie pourrait devenir très chaude et ralentir à ce moment-là la recharge. Donc, à ce moment-là, la technique, l'adaptation va être un peu différente, là, dans le sens que on va pas courir après la prochaine borne de recharge nécessairement, mais essayer de réaliser le plus de distance entre les bornes. Donc, mais oui, effectivement, la plupart des véhicules électriques, ça va être vraiment de chercher la meilleure optimisation là, de la courbe de recharge. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres qu'il faut tenir en compte lorsqu'on fait des longs déplacements l'hiver? Je regarde les commentaires des gens sur les réseaux sociaux et je sens de l'inquiétude. Il y a des gens qui sont inquiets là, à l'idée, j'ai de la famille, dans le temps des fêtes, on le voyait, hein? Je m'en vais je sais pas moi, à Jonquière dans le temps des fêtes, je ne l'ai jamais fait depuis que j'ai mon auto électrique. Qu'est-ce que je dois savoir? À quoi dois-je faire attention? Est-ce qu'il y a d'autres éléments auxquels il faut faire attention quand on se déplace, que ce soit le choix des endroits où on arrête pour se charger? Est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut planifier, qu'il faut s'asseoir puis prendre quelques minutes pour regarder avant qu'on parte? François Baillargeon, toi, si tu allais dans un nouvel endroit, là, évidemment, tu connais bien l'Abitibi, mais si je te disais, tu s'en vas en Gaspésie, là, ça serait quoi ton plan de match? Absolument. Écoute, plus d'une fois, je me suis fait un peu surprendre en ce que j'avais planifié avec des applications, puis ce qui s'est passé sur la route. Souvent, le vent est un facteur qu'on oublie. Tu sais, la résistance au vent, c'est ce qui fait que plus on roule vite, plus on perd la batterie. Mais c'est la même chose s'ils vendent beaucoup. Donc, bas du fleuve, j'ai fait l'expérience là, dans le corridor Montmagny-Québec. Des fois, le guess-o-meter, il descend plus vite que la route se passe. Donc, on est un peu surpris. Puis des fois, ça arrive qu'il faut faire une recharge, je dirais pas d'urgence, mais mettons d'opportunité parce qu'on n'est plus sûr qu'on va se rendre. Mais le gros changement, c'est que depuis 2 ans, ils ont tellement ajouté de bornes de circuit électrique que c'est plus vraiment un problème. Tu sais, dans les axes majeurs, il y en a à peu près à toutes les 20, 30, 40 kilomètres. La sortie suivante ou l'autre d'après, souvent, on trouve une recharge. Donc, à moins qu'on n'ait vraiment pas le temps, c'est pas un problème, à mon avis. Là. Toi, François Viault? Effectivement, il y a le vent, effectivement, c'est tu l'as de face, contrairement à l'avoir une autre histoire, mais je dirais à partir, moi je regarde beaucoup la température. Partir à -5, -10 versus -25, il va y avoir un gros clash au niveau de l'autonomie disponible. Plus il fait froid, plus la densité de l'air est forte et plus il y a de la résistance, peu importe s'il y a du vent ou pas. Donc, c'est surtout là-dessus que je me base. Donc, au fur et à mesure qu'on
on a notre véhicule, on vient qu'à connaître l'autonomie disponible avec les variations de température. C'est ça qui va vraiment, selon moi, impacter davantage. J'ai une dernière question pour vous, messieurs. Souvent, quand on fait une longue distance l'hiver, on s'en va en quelque part en particulier, un lieu de villégiature, souvent de la famille qui n'ont pas nécessairement de voiture électrique, donc de borne de recharge. Comment vous gérez la recharge à la destination? Allez-vous vous brancher sur la borne niveau 1 qui est fournie avec le véhicule sur le 120 volts, puis espérer qu'il ne fera pas trop froid, puis vous allez charger l'auto dans un délai raisonnable? Allez-vous chercher une borne de recharge rapide ou niveau 2 à proximité de votre endroit de destination? Allez-vous plutôt attendre pour votre retour, puis vous dites qu'il y a une borne de recharge sur mon retour, pas trop loin, je vais me recharger en revenant? Comment vous allez gérer la recharge rendue à destination? François Baillargeon. Ben, généralement, moi, je vais utiliser la borne niveau 1 parce que quand on se déplace pour une longue distance, c'est rarement pour 24 heures. Là. Fait que, tu sais, pour l'avoir fait même en hiver, après un bon 48 heures, là, on a retrouvé notre batterie à 80%. Donc, on est capable de se rendre de niveau 2 si on est mal pris ou approcher de niveau 3. Tu sais, quand on roule longue distance, on fait toujours des recharges à 80% gros maximum. Donc, c'est pas tellement différent de si on était déjà sur la route. Donc, moi, j'utilise le 120 volts, puis je dis aux gens qui m'accueillent, ben écoutez, si vous voulez, je peux vous donner une coupe de dollars, mais toutes les fois que je l'ai offert, ça a été décliné. Puis je me suis acheté une rallonge de calibre numéro 12 industriel pour faire sûr que, oui, on n'est pas supposé utiliser une rallonge, mais dans certains endroits, c'est quand même plus facile, même si on ne devrait pas normalement. Fait que moi, je suis le 120. François, toi? Même chose que François, dans le fond, quand j'y vais pour un bout de temps, comme au chalet, par exemple, je vais me brancher sur le 120 volts, il n'y aura aucun problème. En 2 jours, je vais être rechargé. Par contre, dès que je sais que je vais repartir probablement la journée même ou quelques heures après, je vais généralement regarder est-ce qu'il y a des bornes niveau 2 disponibles. Même il y a des fois, quitte à ce que j'ai été porter ma voiture parce qu'il n'y avait pas de borne directement disponible près à distance à pied. Surtout en hiver, je vais être content de pouvoir recharger un peu plus rapidement puis avoir plus de lassitude, si on veut, sur l'autonomie. Donc, c'est arrivé que quelqu'un est venu me chercher ou je me suis organisé pour aller avec quelqu'un là, avec la voiture pour aller la porter à une borne niveau 2 et après ça, pouvoir repartir avec la pleine autonomie, par exemple. Ben, c'est des très bons trucs, messieurs. Alors, j'invite nos auditeurs, si suite à l'écoute de cette entrevue-là, vous avez, vous aussi, de votre côté, des idées ou des trucs, des stratégies que vous utilisez pour optimiser vos déplacements plus longs en hiver. Puis pourquoi on dit plus long, c'est que ces trucs-là, en fait, ils auraient été bons sur des déplacements plus courts il y a 5 ans avec des véhicules qui avaient 150 km d'autonomie. Maintenant, nos véhicules ont plus d'autonomie, donc on est confronté aux problèms qu'on avait à 150 km maintenant après 300 ou 400 km. Donc, c'est lorsqu'on fait des longs déplacements qu'on vit essentiellement. Je ne sais pas si on devrait appeler ça une problématique, mais plus ces enjeux-là qu'il faut tenir en compte, donc d'être capable de s'approvisionner en électricité puis de voyager. Ce que je retiens, puis François Baillargeon l'a très bien exprimé, la grande disponibilité des points de recharge fait en sorte que, oui, ça prend un peu de planification, mais il n'y a rien de très complexe maintenant à entreprendre des longs voyages avec des voitures électriques. Simplement prendre le temps de regarder avant de quitter entre là où on part, là où on s'en va, puis par les grandes routes qu'on va prendre, où sont les points de recharge, se rassurer sur le fait qu'il y en a suffisamment. Puis techniquement, il n'y a pas grands enjeux qui vont ressortir de là. Je vous laisse une petite minute pour le mot de la fin, François Baillargeon. Ben, moi, je vous encourage à voyager électrique. C'est généralement économique, c'est fiable, puis avec Hydro-Québec, c'est rendu facile. L'application est là. Les bornes sont performantes, sont fiables. Honnêtement, moi, je ne retournerai pas un thermique, même à moins 30. François Viault. On a 2 voitures à la maison, dont une à essence. Et puis, je vais te dire, pour la majorité, la très, très grande majorité, même l'hiver, même à moins 20, on trouve toujours moyen de prendre la voiture maintenant, peu importe où on va. La voiture électrique, comme François l'a dit, les bornes rapides sont vraiment partout. Il y a beaucoup plus de bornes niveau 2 aussi qu'avant. Donc, à destination, c'est possible de charger la plupart du temps. Donc, et c'est vraiment beaucoup plus économique. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence au podcast aujourd'hui. Merci. Ben, moi, c'est tout le monde.
vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Chronique Innover avec Philippe Calvé. Pour ma chronique aujourd'hui, je revisite le sujet de l'hydrogène dans les transports, car le sujet a refait surface ces derniers temps avec l'annonce des investissements du Québec dans l'hydrogène vert en novembre dernier lors de la COP 26. Pour partir de la base, l'hydrogène est le premier élément du tableau périodique, identifié par la lettre H, et c'est aussi le plus léger et le plus abondant sur Terre. Dans l'industrie, il est souvent combiné à une autre molécule d'hydrogène pour donner du H2. Et dans la nature, combiné à l'oxygène, vous en consommez tous les jours sous forme d'eau. Lorsque l'hydrogène est utilisé dans une pile à combustible dans un véhicule, seulement de la vapeur d'eau en sort, d'où son intérêt. Mais ce n'est pas aussi simple. L'hydrogène n'est pas toujours fabriqué à partir de l'eau par électrolyse. On peut typiquement lui attribuer une couleur de façon imagée en fonction de la matière et des sources d'énergie utilisées lors de son cycle de production. Actuellement, 95 % de l'hydrogène consommé à l'échelle mondiale est produit à partir de gaz naturel ou de charbon et qualifié d'hydrogène gris ou bleu. C'est le moins dispendieux. Mais il serait pour le moins bizarre d'utiliser cette source dans une voiture électrique puisque la production d'1 kg d'hydrogène à partir de gaz naturel entraîne l'émission de 9 kg de dioxyde de carbone. L'hydrogène peut aussi être produit par électrolyse de l'eau, en faisant passer un courant électrique dans l'eau pour décomposer ces molécules, H2O, et en extraire l'hydrogène, H2, ou encore en utilisant de la biomasse. Dans ces deux cas, on parle d'hydrogène vert, et cela fait plus de sens pour le transport. Malheureusement, l'hydrogène vert ne représente qu'environ 2 % de la production mondiale actuelle. Ses coûts de production sont actuellement beaucoup plus élevés que ceux de l'hydrogène gris ou bleu. Regardons maintenant ce qui se passe du côté de la consommation d'hydrogène dans les transports. Dans les véhicules électriques dits à pile à combustible, l'hydrogène joue le rôle de carburant pour produire de l'électricité sur demande. La réaction de l'hydrogène avec l'oxygène libère de l'énergie, récupérée sous forme d'électricité et de chaleur, et produit aussi de la vapeur d'eau. Jusqu'ici, tout semble parfait. Alors, si on est capable de fabriquer des véhicules utilisant de l'hydrogène avec lesquels on pourrait aller faire le plein aussi rapidement qu'à l'essence, pourquoi continuer à fabriquer des voitures à batterie et ne pas tout passer à l'hydrogène immédiatement? La réponse n'est pas simple et fait intervenir plusieurs éléments. Premièrement, on doit s'entendre sur le fait que seul l'hydrogène vert doit être utilisé dans les véhicules pour faire du sens sur le plan environnemental. Ensuite, selon le Forum économique mondial, l'hydrogène vert perd une quantité considérable d'énergie à chaque point de la chaîne d'approvisionnement. Environ 30 à 35 % de l'énergie est utilisée au cours du processus d'électrolyse, puis son transport et son stockage nécessitent des apports énergétiques supplémentaires qui sont typiquement de 10 à 12 %, puis finalement l'utilisation dans les piles à combustible entraînera une perte d'énergie supplémentaire de 40 à 50 %. Donc, au mieux, il resterait environ 30 à 40 % de l'énergie initiale disponible pour faire fonctionner le véhicule. En comparaison, on évalue les pertes par transport et la recharge de batterie à environ 20 %, ce qui laisse un 80 % disponible d'énergie
donc plus du double de l'hydrogène. 3 modèles de véhicules de promenade existent en ce moment sur le marché, soit la Toyota Mirai, la Hyundai Nexo et la Honda Clarity Fuel Cell, majoritairement vendues en Californie, puisqu'on doit avoir accès à une source d'hydrogène à proximité, ce qui n'est pas encore disponible à grande échelle. Toutes ces voitures ont un réservoir pressurisé à 10 000 PSI, contenant environ 5 à 6 kg d'hydrogène. Fait à noter que ces véhicules ont tous passé les tests de l'IIHS, mais reste que l'hydrogène est un gaz extrêmement inflammable et doit être contenu dans le réservoir via divers systèmes de protection sophistiqués pour éviter une explosion importante lors d'une collision. Plus près de nous, une station de ravitaillement a été inaugurée à Québec en 2019. L'hydrogène y sera produit sur place et ne sera pas transporté. Il faudra 10 litres d'eau et 55 kWh d'électricité pour produire 1 kg de gaz, qui sera vendu environ 10 à 15 $ canadiens, ce qui donne aussi 100 km d'autonomie. Comme une Toyota Mirai contient 5 kg d'hydrogène, donc 500 km d'autonomie, pour environ 75 $ pour un plein, il en coûtera donc plus cher qu'un plein à essence à 1,50 $ le litre. Le prix de base du véhicule est également de 74 000 $, soit plus cher qu'un véhicule équivalent à batterie. En comparaison, 500 km avec un véhicule de taille comparable à un Tesla Model 3, à 10 cents en moyenne le kilowattheure en recharge domicile, il vous en coûtera 8,20 $, soit 9 fois moins cher pour la même distance pour la Tesla versus le modèle à hydrogène. Avec l'amélioration de la densité énergétique, la capacité de recharge et la durée de vie toujours plus grandissante des piles à lithium-ion, semi-solides ou autres à venir prochainement, il semble peu probable que les véhicules de promenade choisissent l'hydrogène à court ou à moyen terme. Il reste donc beaucoup de chemin en recherche et développement avant que l'hydrogène puisse être compétitif dans ce marché. Du côté des véhicules lourds, il est possible que l'utilisation de l'hydrogène soit envisagée pour décarboner le secteur du transport de marchandises, en particulier pour le camionnage de longue distance. Le développement prochain des piles à combustible pourrait offrir une grande autonomie avec un temps de recharge minimal, quoique les batteries risquent, elles aussi, de vouloir conquérir ce marché, et ce, à meilleur coût. Le meilleur débouché semble être du côté du transport maritime, ferroviaire et aérien, où le poids d'une batterie versus un carburant que l'on peut délester durant le voyage pourrait être important. Des travaux sont en cours dans différents pays pour commercialiser des solutions durables et concurrentielles. Par exemple, un train de passagers à l'hydrogène est en service depuis 2018 en Allemagne et d'autres pays européens ont emboîté le pas dans des projets similaires. Un projet d'avion zéro émission fait également l'objet d'intenses recherches technologiques. Pour conclure, on ne sait probablement pas encore exactement où l'hydrogène sera pertinent dans les transports ou dans d'autres sphères d'activité. Il sera certainement un mode de stockage d'énergie versatile et mobile à surveiller dans le futur. Cependant, il semble tout aussi pertinent de rester ouvert à la recherche et à l'innovation que de rester lucide envers certains lobbies qui voudraient bien continuer à nous vendre un précieux liquide plutôt que de nous voir recharger nos véhicules à faible coût directement avec de l'énergie propre produite localement par nos infrastructures hydroélectriques déjà existantes. Voici les activités à venir dans le monde de l'électromobilité dans les prochaines semaines. Pour pouvoir vous y inscrire, vous devez aller sur le site web de l'AVEC dans la section calendrier. Vous avez là les liens pour faire les inscriptions à l'une ou l'autre de ces activités. Jeudi, le 10 février de 19h à 20h, c'est un kiosque virtuel AVEC où un panel d'experts répond à vos questions. Il y aura un autre kiosque virtuel AVEC le jeudi 24 février de 19h à 20h30. Et finalement, un autre mardi, le 15 mars, de 19h à 20h. Il y aura également conférence virtuelle La voiture électrique est pour vous avec Simon-Pierre Rioux. C'est l'Académie des retraités de l'Outaouais, donc le 17 mars 2022. Jeudi, le 24 mars, de 19h à 20h30, conférence virtuelle La voiture électrique est pour vous. Il y aura un autre kiosque virtuel avec mardi, le 12 avril 2022, de 19h à 20h. Et finalement, mercredi, le 20 avril à 19h, conférence que j'aurai la chance de donner, La voiture électrique, un survol électrisant. C'était à la bibliothèque Annie Saint-Arnaud. Ça, c'est à Latuc. Ça se fait évidemment à distance.
Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités, Timothée Girard, Philippe Corbeil, Philippe Calvé, François Baillargeon et François Viault. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Philippe Calvé, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viault, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, Hydro Solutions, Précision PPF Vitres teintées, la boutique Réserve et l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com. Pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archive.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.